À Grenoble, en Isère, des viols et des agressions sexuelles répétées. Le même quartier, la même méthode, mais un récidiviste qui reste introuvable et dont le profil va sidérer les enquêteurs. C'est un violeur en série redoutable. À son tableau de chasse, 22 jeunes femmes, 22 victimes. Toutes habitées dans la même ville, dans le même quartier. Un tel carnage au niveau du nombre de victimes, c'est exceptionnel. Un prédateur qui a chaque fois opéré de la même manière. Entré par les portes et les fenêtres ouvertes, une arme à la main. Malgré des scénarios identiques, les policiers grenoblois ont mis près de 3 ans à l'identifier. Car le violeur ne laissait jamais d'empreinte, un profil surprenant. C'est un ingénieur brillant, au-dessus de tout soupçon. Les enquêteurs ne pouvaient imaginer qu'un homme comme celui-ci ait pu reconnaître une vingtaine de viols. Une nuit de janvier, il est très tard. Une jeune femme bouleversée se présente au commissariat central de Grenoble. Elle vient d'être victime d'une agression sexuelle. Elle a été attaquée chez elle, dans son appartement. Un appartement situé au premier étage d'un immeuble de la banlieue grenobloise. Avant de s'endormir, elle a laissé la fenêtre de sa cuisine entrouverte. Elle était couchée, elle dormait, hein, c'était 2-3 heures du matin, et elle s'est réveillée avec un homme qui était couché sur elle et qui la menaçait d'un couteau. Donc il a procédé sur elle à des attouchements, en lui disant de ne pas bouger, bien sûr. Il lui a fait peur, et ensuite il est parti. L'homme portait une cagoule. La jeune femme est donc incapable de le décrire aux policiers. Mais l'enquête commence malgré tout. À peine un mois plus tard, une autre jeune femme se rend au commissariat et raconte un scénario similaire, mais plus violent. C'est à moins de 500 mètres de la première agression sur le campus universitaire qu'elle a été violée. Là encore, elle a été agressée chez elle. L'étudiante n'avait pas fermé sa porte à clé. En pleine nuit, un inconnu lui a sauté dessus littéralement en la menaçant d'un couteau. Impuissant, l'homme a fini par la violer avec ses doigts. 2 agressions sexuelles successives, un même mode opératoire. À chaque fois, la victime est une femme jeune. À chaque fois, l'inconnu s'introduit chez elle sans effraction. À chaque fois, il a un couteau à la main. Le mode opératoire de ce violeur en série, effectivement, est assez simple. Il essaie de repérer des jeunes femmes qui vivent seules chez elles, dans des appartements qui sont soit au rez-de-chaussée, soit au premier étage, avec des fenêtres qui ont été laissées ouvertes. Il leur met parfois sur la tête une cagoule pour ne pas se faire identifier. Et donc les jeunes femmes ne peuvent pas le voir et sont complètement terrorisées. Et les jeunes femmes sont obligées d'obtempérer et donc ne peuvent pas faire autrement que de faire ce qu'il les oblige à faire, c'est-à-dire se laisser violer. Les enquêteurs pensent dès lors qu'il s'agit du même individu. Ils prennent l'affaire très au sérieux. On a saisi, comme d'habitude, les vêtements de la victime, tout ce qui peut aller avec, donc les draps, et on a envoyé ça au laboratoire de police de Lyon. Et à partir de cette agression-là, on a eu un ADN qui n'était pas identifié. Un ADN non référencé et aucune empreinte digitale. L'agresseur semble prendre le soin de ne laisser aucune trace. 4 mois après la toute première agression sexuelle, le scénario se répète une nouvelle fois, mais dans un autre quartier, au cœur de Grenoble. Cette nuit-là, l'agresseur franchit une étape supplémentaire. Il parvient à violer sa victime avec son sexe et de l'ADN est retrouvé sur la scène du viol. On est intervenu, on a pu recueillir des éléments qui ont permis d'identifier un ADN qui était le même que le premier. On s'est vite rendu compte que c'était un seul et même individu. Les enquêteurs savent désormais qu'ils ont affaire à un violeur en série. Au cours de l'été, 3 autres agressions du même type ont lieu. Les victimes se succèdent, toutes ont vécu le même cauchemar. Pendant la nuit, j'ai été réveillée par cet agresseur. C'est une angoisse de mort pratiquement intraduisible. C'est une descente vers la mort et
on fait tout ce qui peut être en notre pouvoir pour résister et survivre. Un ADN, un même mode opératoire, mais toujours pas d'empreinte et donc pas d'identité. Le violeur agit le plus souvent masqué, mais certaines victimes ont pu apercevoir son visage. Les enquêteurs parviennent tout de même à établir un portrait robot. Un homme brun, pas très grand, mais agile et furtif dans son mode de déplacement rapide et précis. Mais le portrait robot ne donne rien. L'auteur des viols est insaisissable. Pourtant, toutes les agressions sexuelles se déroulent dans un périmètre très restreint, sur quelques kilomètres carrés seulement. L'auteur des viols vit donc probablement dans le même secteur. Et son terrain de chasse, c'était le domaine universitaire de Grenoble-Saint-Martin-d'Air, où il y a des résidences étudiantes, forcément. Et là, effectivement, il cherchait à suivre, à repérer des jeunes femmes. Et son autre terrain de chasse, c'était le quartier de l'Île Verte, qui est un quartier plutôt résidentiel, paisible, à Grenoble, près de l'hôpital de Grenoble. Un quartier où il y a beaucoup de retraités, de gens voilà, très, très paisibles, et donc d'étudiantes également qui habitent dans des appartements en location. Dans ce quartier de l'Île Verte, 3 viols ont eu lieu à la même adresse. Pourtant, dès la première agression, la police a mis en place un dispositif pour tenter de coincer le mystérieux violeur. À partir de la première agression, on avait mis en place un dispositif de surveillance. Il y avait des gens dissimulés en haut dans la rue, des gens dissimulés en bas, et en pensant que l'auteur des faits allait revenir, quoi. Et ça a duré combien de temps, ces planques? Ça a duré, on peut dire que ça a duré en tout pratiquement 2 mois. Mais le soir où il y a eu les agressions, il n'y avait pas de policiers. À chaque fois, le violeur parvient à déjouer les pièges des policiers et fait de nouvelles victimes. Sait-il qu'il est surveillé? A-t-il décidé de jouer avec les enquêteurs? Malgré la surveillance des policiers, il revient une nouvelle fois dans le même immeuble. Comme les fois précédentes, il atteint le balcon d'un appartement du premier étage. Ce soir d'été, la porte-fenêtre est ouverte. L'homme s'introduit dans l'appartement de la jeune femme. Celle-ci est encore éveillée. Elle ne trouve pas bien le sommeil. Il est aux alentours de 2 h du matin. Elle va fermer la porte-fenêtre qu'elle a laissée ouverte. Et là, dans la pénombre, derrière le meuble-bar de la cuisine, elle voit un homme qui se lève et qui lui dit surtout ne bouge pas. Et qui va malheureusement très rapidement se ruer sur elle avec un couteau, allant dans la chambre à coucher et l'étalant sur le lit et lui mettant la pointe du couteau au niveau de la gorge. Lorsque son agresseur est sur elle, en train de la caresser, elle se saisit d'une langue de chevet, frappe son agresseur à plusieurs reprises à la tête avec cette lampe de chevet. Là, l'agresseur est surpris, la mord à son tour au visage, au niveau de l'arcade sourcilière. Elle-même le mord à un doigt. Donc il y a vraiment une lutte assez farouche sur la scène de cette agression. Et là, l'agresseur est tellement désarçonné qu'il prend la fuite. Il décide de fuir devant la résistance de sa victime. Après cette dernière tentative, le violeur semble avoir pris peur. Les agressions sexuelles s'arrêtent et la police perd sa trace. Mais à l'été 2006, 1 an après cette dernière agression, le cycle infernal reprend. Alors que le violeur en série semblait avoir cessé ses agressions depuis près d'1 an, une nouvelle plainte vient signaler son retour. La victime est une élève infirmière qui habite en rez-de-jardin. Elle explique aux policiers qu'elle a été agressée chez elle en pleine nuit vers 3 h du matin. À son domicile, la police retrouve à nouveau la même trace d'ADN. C'est bien le même agresseur
qui refait surface. La surveillance en continué. On a fait une enquête, on a contacté les prisons, on a contacté les hôpitaux psychiatriques. C'est un garçon qui parlait beaucoup de sexe à ses victimes. Donc on a contacté tous les cinémas, les clubs vidéo, les bibliothèques du campus. On a sorti tous les gens qui semblaient avoir entre 25 et 35 ans. Mais 3 mois plus tard, une nouvelle jeune fille est agressée. Cette fois, le violeur a agi sur la voie publique, au bord d'un chemin de fer. Mais surtout, pour la première fois, il était armé d'un pistolet. L'arme sur la tempe est une évolution extrêmement préoccupante dans les actes préparatoires. La police va alors déployer des moyens de plus en plus importants. Donc on avait des gens qui étaient cachés dans des buissons, qui étaient cachés sur des terrains vagues, avec des couvertures, des jumelles. On était tous reliés par radio, on avait des gens qui étaient sur des dispositifs d'interception. Et donc on attendait, chaque fois qu'on voyait quelqu'un qui pouvait correspondre au signalement, il y avait des gens qui intervenaient pour le contrôler. Malgré leurs efforts, les policiers n'obtiennent aucun résultat. Alors les enquêteurs vont aller plus loin. Ils vont décider d'utiliser un appât. C'est-à-dire qu'une collègue de la police judiciaire se promenait sur les lieux, les derniers lieux des méfaits commis par l'individu. Et un soir, alors qu'elle avait traversé plusieurs fois la passerelle du campus, dans les jumelles, on a vu derrière elle quelqu'un qui se dissimulait. Les policiers pensent qu'ils ont trouvé leur homme, qu'ils vont enfin interpeller celui qu'ils recherchent depuis plus d'1 an. Alors on a averti tout le monde, mais lui, comme il était très craintif, et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, il a enjambé le pont, il a sauté, et ensuite il est parti en courant. Le violeur était là, à portée de main, et encore une fois, il leur échappe. Et dans les mois qui suivent, d'autres jeunes femmes sont à nouveau agressées. Jusqu'à cette soirée de novembre 2007, près de 3 ans après la toute première agression. Une étudiante se présente au commissariat pour porter plainte. Elle raconte aux policiers ce qu'elle vient de subir. Depuis quelques mois, elle loue un studio au rez-de-chaussée chez un couple de retraités. Vers 19h30, elle vient de rentrer chez elle et elle fait le ménage lorsqu'un inconnu pénètre dans son appartement. Elle se trouvait en face du miroir situé au-dessus du lavabo lorsqu'elle voit derrière elle un homme cagoulé qui brutalement lui met la main sur le visage et lui pose sur la tempe une arme. Sous la menace de son arme, donc il l'oblige à se déshabiller et il la viole. Il lui a enlevé la cagoule, lui a mis une serviette sur la tête et lui a dit « Tu attends 10 minutes pour que je puisse m'en aller ». Il est parti. L'agression aura duré un quart d'heure. Encore une fois, la victime n'a pas vu son agresseur. La police scientifique se rend sur place et ratisse minutieusement le studio de la jeune femme à la recherche d'un nouvel indice. Pendant plusieurs heures, plus d'une dizaine d'heures, centimètre carré par centimètre carré, ils épluchent carrément l'appartement pour trouver cette empreinte digitale qu'ils vont réussir à trouver dans la salle de bain. Et c'est cette empreinte qui va les mener au violeur en série. Jusqu'à présent, le violeur a pris soin d'effacer toutes ses empreintes. Mais cette fois-ci, il s'est montré moins vigilant. Cette découverte est déterminante, car les enquêteurs vont pouvoir exploiter un autre fichier, celui des empreintes digitales. L'empreinte a été référencée 9 ans plus tôt. Un homme avait été interpellé pour une affaire d'exhibition, mais à l'époque, il n'y avait pas de prélèvement ADN. Après plus de 2 ans et demi de recherche, les enquêteurs mettent enfin un nom sur l'identité du suspect, Mourad Jamra. En 1998, il va commettre des actes d'exhibition sexuelle et de voyeurisme. Et là, il y a son empreinte digitale qui va être enregistrée par les services de police. Une fois identifié, le violeur présumé est arrêté sur son lieu de travail dans la banlieue grenobloise. Il est placé en garde à vue. La police perquisitionne son domicile et découvre de nombreux éléments troublants.
Sur son ordinateur, des milliers de photos et de vidéos pornographiques. Mais surtout dans sa voiture, un couteau, une cagoule et un pistolet factice. Trop d'éléments qui le confondent et qui poussent le suspect à passer aux aveux. Il a reconnu en grande partie tous les faits qui lui étaient reprochés. Il était bien obligé de le faire puisque son ADN était présent sur la plupart des scènes de viol ou d'agression sexuelle. Au total, pendant près de 3 ans, cet homme aurait agressé sexuellement 22 jeunes femmes. Comment a-t-il pu agir sans être repéré? C'est peut-être son profil banal qui lui aurait permis de sévir en toute discrétion. Car s'il était violeur la nuit, le jour, c'était surtout un homme au-dessus de tout soupçon. Le violeur présumé, recherché depuis des mois par la police judiciaire, est avant tout un homme insoupçonnable en apparence. Il est ingénieur en informatique dans une grande entreprise de la banlieue grenobloise. Sur le plan professionnel, monsieur tout le monde, bien sous tout rapport. Brillant intellectuellement, ingénieur, passionné d'études. Il a mis au point certaines solutions techniques dans le cadre de son boulot qui encore aujourd'hui sont utilisées dans l'entreprise. Très apprécié au sein de son entreprise, il est reconnu pour son travail et considéré comme un bon camarade. Je garde le souvenir d'un collègue de travail, d'un bon collègue de travail, avec qui, je vous dis, j'ai passé des bons moments de rigolade, de discussion sur tout un tas d'autres sujets. Et avec un petit côté, c'est sûr, dragueur, oui. Lorsqu'une femme entrait dans son champ de vision, il oubliait la conversation, et il prenait un air rêveur et il la regardait. Et éventuellement, effectivement, il avait ce commentaire, mais qui était très... qui disait « qu'est-ce qu'elle est belle », tout simplement. Marié et père de famille, Mourad vit une existence tranquille et bien rangée. Il se partage entre son travail et sa vie de famille. 13 ans plus tôt, il a rencontré son épouse sur les bancs de la faculté de sciences alors qu'ils se préparaient tous les deux à devenir ingénieurs informaticiens. La jeune femme est tombée sous son charme. Il savait plein de choses. Pour moi, il représentait aussi une forme de réussite, c'est-à-dire qu'il avait fait des études alors qu'il avait des parents qui n'en avaient pas fait. Il avait fait une classe préparatoire, il avait fait des maths, de la physique, il s'intéressait à plein de choses, il faisait du sport. Pour moi, c'était tout un tas d'arguments positifs. C'était le couple idéal, le Français moyen idéal, bonne situation, revenu confortable, famille équilibrée, a priori. Le couple emménage à Grenoble, mais très rapidement, leur relation se détériore. Et quand on a eu notre premier enfant, là, ça a été beaucoup plus dur. Et c'est là qu'il a commencé à me dire qu'il étouffait, qu'il avait besoin de sortir, etc. Puis c'est allé crescendo. Ça devenait l'enfer. C'était dispute sur dispute. En particulier à partir du deuxième enfant, on a commencé à parler très régulièrement de séparation, tout le temps. C'était toujours, puis on se disputait pour tout. Mourad et son épouse vont pourtant avoir un troisième enfant. Mais Mourad s'éloigne et passe ses soirées sur des sites de rencontres sur Internet. Vous savez qu'il s'était inscrit sur Mythique? Il m'en avait parlé au cours d'une conversation. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait besoin de prendre l'air un petit peu, toujours par rapport à cette histoire à l'histoire de son couple. Lorsqu'il n'est pas devant son ordinateur, Mourad sort le soir. De plus en plus souvent, il dit qu'il va courir. Quand à la fin il me disait oui, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie d'aller faire un jogging, je vais aller faire un jogging, moi je dis vas-y. Moi, je m'occupais des enfants. Il y a un moment où on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut retenir un adulte? Des soirées sportives qui s'éternisent. Progressivement, Mourad finit par disparaître des nuits entières. Il y avait des fois où je ne le voyais pas partir. C'est-à-dire je dormais, puis je me réveillais en pleine nuit, je voyais qu'il n'était pas là. Puis là, c'était
Il y a eu des nuits blanches à tourner dans l'appartement. Parce que ce que je faisais, c'est que je vérifiais s'il était bien pas quelque part dans l'appartement. Et des fois, il rentrait comme ça à 3h du mat, je restais comme ça devant la fenêtre à guetter. Et là, même il y a eu des fois où il rentrait et où il me disait mais non, mais j'étais là et tu m'as pas vu. Il donnait pas d'explication, c'est-à-dire c'est comme si vous parliez à un mur. T'étais où? T'as une maîtresse? Qu'est-ce que tu fais dehors? Pourquoi tu sors? Je fais ce que je veux, je suis libre. J'avais envie de me balader, j'avais envie de courir. Pendant toutes ces nuits, dans les rues de Saint-Martin-d'Air et de Grenoble, Mourad Jamra aurait donc été en train d'agresser de jeunes femmes. Au moment de son arrestation, les policiers informent son épouse, qui tombe des nues. Ils me disent, vous savez, madame, votre mari est impliqué dans des viols. À ce moment-là, on rentre dans un cauchemar. Elle comprend à ce moment-là que le jogging le soir ou le matin de bonne heure, ou la nécessité de sortir de l'appartement parce que, rapportait-elle, il étouffait et il fallait qu'il sorte et qu'il aille à l'extérieur, et bien tout ça prend un visage, celui malheureusement des agressions. Effondrée par ce qu'elle vient d'apprendre, anéantie, la femme de Mourad Jamra s'empresse de demander le divorce. Elle laisse son ex-mari face à la justice. Fin mars 2011, le procès de Mourad Jamra s'ouvre devant la cour d'assises de Grenoble. 19 des 22 victimes se sont constituées partie civile, 19 femmes qui accusent un seul et même homme. Des viols, il y en a, mais des violeurs en série et un tel carnage au niveau du nombre de victimes, c'est exceptionnel. Pour la première fois, les victimes découvrent le visage de leur agresseur présumé. Cette fois-ci, ni cagoule ni couteau. Mourad Jamra apparaît comme un père de famille, un ingénieur bien installé dans la vie. Ça bouscule les idées reçues sur les poncifs de ce que doit être une personne qui agresse et qui viole. Et c'est vrai que c'est assez déroutant. Mourad Jamra se présente seul à son procès. Aucun membre de sa famille n'est là. Aucun proche non plus. L'homme se révèle extrêmement froid et d'une intelligence redoutable. C'est un homme qui analyse beaucoup, qui calcule beaucoup, un collectionneur, qui raisonne beaucoup sur ses actes, mais chez qui on ne perçoit malheureusement aucun affect, aucun sentiment. Même s'il dit, s'il parle, s'il dit qu'il comprend, on ne sent pas véritablement de compassion dans ce qu'il dit. Il l'a dit lui-même, hein, c'est un handicapé des émotions. Voilà, c'est un handicapé des émotions. Il ne ressent rien, il ne pense qu'à lui, ça c'est évident. Et il n'avait même pas conscience que ça pouvait faire mal à quelqu'un. Pendant son procès, Mourad Jamra refuse de revenir en détail sur les faits. Il préfère approuver les témoignages des victimes que de rendre compte de ses actes. Il dit « je ne me souviens plus vraiment ». Mais si elles le disent, c'est que j'ai dû l'avoir fait. S'il refuse de raconter ses agressions, Mourad Jamra reconnaît en revanche être un rôdeur qui cherche à assouvir ses pulsions. C'était un véritable chasseur, un prédateur à l'affût pour essayer effectivement de satisfaire ce fantasme qui était de toucher ces jeunes femmes sur lesquelles il fantasmait et ensuite de ressentir, comme il le disait, une odeur qui pouvait satisfaire tous ces fantasmes. Si Mourad Jamra reconnaît être un rôdeur, il affirme aussi être victime de ses propres pulsions. Des pulsions qu'il serait incapable de contrôler. Je passais des heures dans mon appartement en me disant « Non, il ne faut pas que tu sortes ». Et quand je sortais, je ne me posais plus aucune question.
La logique, c'était je souffre d'un besoin irrépressible et je suis ce qui serait presque de l'ordre de la contrainte, en vérité. C'est comme ça qui se présentera et que du coup, il pouvait passer des nuits entières à errer un petit peu dans ces quartiers à la recherche de sa proie. Il y en a qui sont addicts à la boisson, d'autres qui sont addicts à la drogue. Et lui, il est addict aux relations sexuelles forcées, quoi. Mais il n'est pas pervers. Donc, oui, c'est ce que lui a dit. Donc il n'était pas pervers et qu'il était juste addict. Donc, incapable de maîtriser ses pulsions. Oui, incapable de maîtriser la bête qui est en lui. Pour trouver ses proies, Mourad Jamra aurait établi des règles pour ne pas être arrêté. Un scénario pensé, réfléchi. Il dit s'être toujours déplacé à pied, considérant la voiture comme trop risquée à cause des contrôles routiers. Il déclare également ne pas avoir utilisé le tramway pour éviter les caméras de vidéosurveillance. Afin de ne pas être repéré, il ne prenait jamais son portable. Sa théorie des pulsions incontrôlées ne convainc donc personne. L'homme serait ainsi parvenu à échapper au service de police pendant près de 3 ans. Lui dira à plusieurs reprises que non, c'était le hasard, mais bon, le hasard avec autant de victimes, ça semble quand même assez difficile à croire, puisqu'effectivement, il tombe toujours sur des jeunes filles qui sont seules. Donc, c'est vrai que cette thèse du hasard et de la personne qui rôderait simplement, à mon sens, est un petit peu courte. Les experts psychiatres nous ont tous dit que sa responsabilité pénale était totale. En d'autres termes, ses pulsions, il pouvait à chaque fois dire non. Mourad Jamra a finalement été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d'une surveillance électronique pendant une période de 10 ans après sa sortie. La peine maximale pour ce genre de crime. Mais le violeur a fait appel de cette condamnation.